I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Les États-Unis sont une puissance impérialiste brutale, pratiquant le deux poids, deux mesures et nuisant fortement à l'équilibre du monde. Non. Ah, là, vraiment, je tombe de ma chaise. Et après avoir massacré le droit, les institutions internationales, bombardé ou déstabilisé plus de 70 pays, les États-Unis terminent aujourd'hui leur œuvre libératrice dans le déclin en anéantissant leur propre pays. Tu crois pas que t'exagères un petit peu quand même? Non, non, le plus fou, c'est que j'édulcore. Quand on parle d'États voyous, il y a de grandes chances pour que la Russie, l'Iran, la Corée du Nord ou même la Chine soient cités en premier. Mais si tous ces États ont clairement des choses à se reprocher, ce sont des petits joueurs à côté de nos alliés américains. Les exactions de Washington ont été scandaleusement minimisées au fil des décennies et le pays continue d'être présenté comme un modèle à suivre. On peut même dire qu'une dangereuse omerta règne sur la nature de ceux qui aujourd'hui encore font et défont les alliances internationales et se placent au centre de la diplomatie mondiale. Et tout ça, ça date pas de Trump, hein. Donc on va remettre un peu les points sur les i et retracer un siècle d'idéologie mortifère entre sabotage du droit et des institutions, guerre économique, coup d'État mené dans l'ombre et guerre d'agression. On va y aller crescendo et vous allez voir qu'il y a de quoi s'inquiéter sérieusement d'abandonner notre diplomatie en France et en Europe aux mains des figures atlantistes et solidaires des États-Unis. Imaginez un peu un policier qui distribuerait des amendes à tout le monde pour excès de vitesse, mais qui traverserait la ville sirène hurlante pour aller chercher son café, sans respecter un seul feu rouge, en écrasant au passage quelques piétons, et qui, malgré tout, aurait quand même une médaille du mérite à la fin du mois. Et bah ce gars-là, c'est les États-Unis dans la grande arène internationale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont joué un rôle pour le moins ambigu sur la scène internationale. Ils ont été à la fois les principaux architectes du système multilatéral tel qu'on le connaît, hein, en encourageant la création des Nations Unies et la rédaction de beaucoup de traités, mais ils sont aussi parmi les pires élèves du monde quand il s'agit d'appliquer le droit à eux-mêmes. Ce deux poids, deux mesures qu'à peu près tout le monde connaît, ça a un nom, l'exemptionnalisme. C'est en gros la conviction que les États-Unis, en raison de leur histoire, de leur supériorité morale, politique et économique, occuperaient une place unique qui les autoriserait à se tenir à l'écart des lois, à se tenir au-dessus des lois. En fait, au sens strict du terme, c'est des hors-la-loi. Mais au-delà de cette posture idéologique qui surprendra personne, hein, il y a des implications très concrètes que très peu de gens connaissent, mais qui pèsent de tout leur poids quand les relations internationales se tendent. Ce qui est quand même un petit peu le cas aujourd'hui. La guerre au Yémen a débuté il y a 4 ans, le 26 mars 2015. La mort du général iranien Qassem Soleimani dans un bombardement américain a entraîné des manifestations de colère. L'armée a pris le pouvoir au Mali. Prise de Kaboul par les talibans en Afghanistan. La crainte de ces derniers jours est désormais bel et bien une réalité en Birmanie. Un coup d'État de l'armée. Alors ici à Koursk, on entend passer de très nombreux bombardiers assez régulièrement qui volent donc en direction de l'Ukraine. Plusieurs pays occidentaux comme la France et les États-Unis passent aux sanctions économiques contre la Russie. Nous annonçons le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. L'enclave fait face à un déluge de feu, des bombardements israéliens d'une ampleur inédite. L'aviation américaine a donc bombardé 3 sites nucléaires, celui de Natanz, de Fordo, d'Ispahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Alors on va y aller crescendo, mais vous allez voir que ceux qu'on présente comme nos alliés se comportent comme une véritable mafia avec tous ceux qui croisent leur chemin. Et d'ailleurs, la première chose qui se sait assez peu, c'est que les États-Unis, qui se présentent pourtant comme une nation modèle, indispensable pour le monde, qui montre la voie, America stands alone as the world's indispensable nation. American leadership is what holds the world together. Et ben, en pratique, ils ont tourné le dos à un certain nombre de traités fondamentaux de protection des droits humains. Par exemple, ils sont les seuls au monde à ne pas avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est pourtant le traité le plus universellement ratifié de l'histoire, hein.
ça a un peu de quoi étonner quand même. Et de fait, leur attitude est très fermement condamnée par de nombreuses ONG qui ne manquent pas de rappeler que les États-Unis sont aussi le seul pays du monde à condamner les mineurs à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et ils ont aussi de grosses lacunes sur le travail des enfants, puisque des gosses de 12 ans peuvent légalement travailler de longues heures dans des conditions dangereuses, exposés aux pesticides, à des chaleurs extrêmes et à des risques de blessures très graves. Et même combat pour la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, décrite comme la Charte internationale du droit des femmes, les États-Unis se trouvent dans une position d'isolement ridicule. Ils sont la seule démocratie industrialisée au monde à ne pas l'avoir ratifiée. Et donc, ils figurent sur une liste très courte aux côtés de pays comme l'Iran, la Somalie et le Soudan. Alors, évidemment, ces traités ont une portée assez limitée en pratique, et plein de pays s'en servent probablement pour caler des portes. Mais ça montre déjà un petit peu ce que les États-Unis font de leur prétendue supériorité morale de défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Beaucoup plus problématique en revanche, à ce jour, Washington refuse de se soumettre à la juridiction des deux plus grandes cours de justice internationales, la Cour pénale internationale, qu'on appelle la CPI, qui juge des personnes accusées de crimes contre l'humanité, et la Cour internationale de justice, la CIJ, qui s'occupe, elle, des conflits entre États. D'ailleurs, pour ce qui est de la CIJ, l'histoire est assez minable et mérite vraiment d'être connue. Les États-Unis font partie des membres fondateurs et ont donc reconnu sa compétence à l'origine. Mais ils sont revenus sur cet engagement à l'instant même où la Cour a commencé à condamner leurs agissements. Le cas emblématique, c'est celui du Nicaragua. En 1984, l'État du Nicaragua a déposé une plainte contre Washington devant la CIJ pour son soutien aux Contras, qui était donc une guérilla paramilitaire. En gros, les États-Unis avaient organisé et financé une guerre clandestine contre le gouvernement en place, en armant, en finançant et en entraînant les rebelles. Énorme classique sur lequel on va revenir un peu plus loin. Dans l'arrêt retentissant du 27 juin 1986, la Cour a donc lourdement condamné les États-Unis pour leurs agissements. La réaction américaine a alors été de refuser purement et simplement la décision. L'administration Reagan a déclaré ne pas reconnaître le jugement, en traitant au passage le gouvernement sandiniste de marionnette soviétique pour le discréditer. Énorme classique. Today, Communist Nicaragua endangers our national security. It threatens our Caribbean sea lanes, and still worse, it is intent on bringing the nations of Central America under communist domination, one by one. Et dans la foulée, ils ont donc déclaré ne plus reconnaître du tout la CIJ et ne sont à ce jour jamais revenus sur cette décision. En d'autres termes, les États-Unis se sont donc soustraits à l'autorité de la plus haute juridiction internationale à l'instant même où elle les mettait face à leurs propres fautes. Pour la CPI, c'est différent et c'est même encore pire. Non seulement les États-Unis ont refusé d'y adhérer, mais ils ont carrément fait passer des lois pour se protéger de la juridiction de la Cour. Oui, parce que le concept d'une cour de justice qui peut juger des personnes physiques, comme par exemple des présidents, pour des crimes graves, comme par exemple des crimes de guerre, voilà, bizarrement, ça leur a pas du tout plu. Le Congrès américain a donc voté l'American Service Members Protection Act, aussi appelé sobrement loi d'invasion de la haie, pour autoriser le gouvernement à employer tous les moyens nécessaires pour faire libérer n'importe quel citoyen américain détenu par la CPI. Donc pour être clair, il s'autorise à envahir les Pays-Bas en cas de pépin. Et on a franchi un pas de plus avec l'administration Trump, qui a carrément imposé des sanctions contre les hauts fonctionnaires de la CPI, en l'occurrence la procureure Bensouda, pour la dissuader d'enquêter sur d'éventuels crimes de guerre américains en Afghanistan ou sur ceux d'Israël en Palestine. En septembre 2020, Washington a gelé les avoirs de la procureure et lui a interdit d'entrer sur le sol des États-Unis. Et avant ça, jamais un pays n'avait eu le culot de s'attaquer directement au juge ou au procureur d'une cour internationale. Et depuis cette date, on est sur une parfaite illustration de justice à la carte. Parce que dans le cas du dossier ukrainien, Washington a publiquement applaudi l'émission du mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, pour finalement redevenir très hostile quand la Cour a délivré en 2024 des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens. Et à partir de là, le ton a radicalement changé et des projets de loi ont immédiatement été rediscutés au Congrès pour imposer de nouvelles sanctions contre les enquêteurs de la CPI impliqués dans cette affaire. Imaginez un peu ce que ça donnerait si n'importe quel autre État avait agi comme ça. Il n'y a pas de discutaillerie, on condamne. Donc pour résumer, les États-Unis pratiquent ce qu'on appelle du cherry picking,
C'est-à-dire qu'ils font leurs courses dans le grand supermarché des normes internationales, tout en accusant leurs ennemis politiques de ne pas assez respecter le droit international. Mais ils ne se contentent pas de ça, hein. Ils pratiquent aussi activement un sabotage des organisations internationales pour déstabiliser le monde à leur avantage exclusif. Ça passe par du blocage un peu partout. D'abord, un blocage au Conseil de sécurité de l'ONU, avec des vétos complètement abusifs. Le cas le plus documenté, c'est le soutien inconditionnel de Washington à Israël, y compris lorsque l'État hébreu est accusé de violations très graves du droit international. Pour vous faire une idée, depuis les années 1970, plus de la moitié des vétos américains à l'ONU ont servi à bloquer des résolutions critiquant Israël. Selon les données onusiennes, c'est au moins 53 résolutions du Conseil de sécurité condamnant la politique israélienne qui ont été torpillées par un veto américain entre 1972 et 2020. Et cette position confortable de membres permanents leur permet aussi de bloquer des condamnations contre leurs propres méfaits. Tout en s'indignant, bien sûr, que la Russie et la Chine ne renoncent pas à leur propre veto pour l'intérêt supérieur de la communauté internationale. Mais figurez-vous qu'ils ont aussi réussi à casser l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Et oui, parce que cette organisation, qui est chargée en principe de régler les conflits commerciaux entre les États, fonctionne grâce à un organe de règlement des différends, le fameux ORD, qui est une sorte de tribunal de l'OMC, tout simplement. Mais pas de chance, il a été totalement paralysé par les Américains qui accusent une fois de plus la justice internationale de vouloir nuire à leurs très nobles intérêts. Alors comment ils s'y sont pris ? C'est tout simple. À partir de 2017, ils ont bloqué la nomination de tout nouveau juge à l'organe d'appel de l'OMC. Ce qui a abouti en 2019 à une panne parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de juges pour siéger. Conclusion, les décisions en appel ne peuvent plus être rendues, ce qui laisse des conflits sans issue et prive l'OMC de son rôle juridictionnel. Aujourd'hui encore, malgré l'arrivée d'une nouvelle administration à Washington, l'organe d'appel de l'OMC n'a pas été réactivé parce que les États-Unis continuent de réclamer des changements structurels avant d'accepter de nommer de nouveaux juges. Vous venez d'assister à du chantage émotif. Alors, tout ça laisse apparaître une stratégie en fait assez claire. En l'absence de règles internationales, c'est les rapports de force qui font loi. Or, comme les États-Unis sont encore une des plus grandes puissances mondiales, ils ont tout intérêt à saboter le multilatéralisme au profit de l'exercice de leur puissance. Si vous savez que vous pouvez régler tous vos litiges en gagnant à la bagarre, en principe, l'option coup de tête vous arrange plus que le tribunal. Enfin, disons que l'issue est plus certaine, elle est plus sous votre contrôle. La prouesse vient en revanche de ce qu'ils arrivent à se faire passer pour une démocratie libérale vertueuse et un partenaire politique et économique de confiance, alors qu'ils se cachent à peine. Anyone who does business with the Maduro government should proceed with extreme caution because America is ready to impose sanctions against them. This now covers everything having to do with the government of Venezuela, every aspect of it, and perhaps even more importantly, extends the authority to impose sanctions on all those who cooperate or assist or support any element of the government of Venezuela. If Russia invades, there will be no longer Nord Stream 2. We will bring it in. And we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America. Leurs excuses sont toujours les mêmes et elles sont grossières. Tout le monde veut s'en prendre à la sécurité nationale ou aux intérêts américains et c'est celui qui dit qui est. Ce qui est quand même légèrement problématique, parce que si cette justification d'enfant roi était présentée par tous les États, le monde sombrerait dans le chaos en quelques semaines. Ce statut de grande puissance leur permet aussi d'exercer du contrôle et de l'influence au sein des institutions juste en inspirant de la peur. Le fait, par exemple, qu'ils soient de gros contributeurs financiers à ces institutions leur permet d'exercer une pression permanente et implicite, un peu comme le ferait un Vincent Bolloré sur les médias qu'il détient. Et l'exemple typique, c'est l'UNESCO. Ça va commencer dans les années 80 avec Reagan qui va les accuser de faire preuve d'anti-occidentalisme. Et rebelote en 2011, quand la Palestine a été admise à l'UNESCO, les États-Unis et Israël ont coupé direct leur financement, ce qui a plongé l'organisation dans une énorme crise budgétaire, à tel point qu'ils ont été obligés de faire des appels aux dons, un peu comme pour nos hôpitaux dans la France de Macron. Et la même histoire a eu lieu d'ailleurs au sujet du Conseil des droits de l'homme, une autre institution de l'ONU privée de financement et qualifiée
ironie du sort, par Nikki Haley, d'organisations hypocrites et égocentriques qui se moquent des droits de l'homme. The United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. Au fond, c'est toujours un peu la même histoire. Washington, qui est le premier financeur de l'ONU, fait du chantage pour imposer sa vision, et l'ONU, dépendante, n'a souvent pas d'autre choix que de se soumettre. Mais on va en venir maintenant à un dossier très méconnu, car jamais abordé ni dans les médias ni par les irresponsables politiques, alors que pourtant il vient frapper au cœur du déclin européen. Imaginez un peu. Vous êtes le patron d'une grande entreprise stratégique française et un matin, sur votre bureau, vous découvrez une lettre de mise en demeure du département de la justice des États-Unis. Le papier est d'une qualité sobre, l'entête officielle et intimidant. Votre directeur juridique, le visage blême, vous explique alors qu'elle est arrivée par le biais d'un grand cabinet d'avocats d'affaires new-yorkais. En la parcourant, vous découvrez que votre société est accusée de corruption pour des faits qui se seraient produits à l'autre bout du monde. Le document cite d'ailleurs un contrat remporté il y a près de 5 ans pour la construction d'une centrale en Amérique du Sud, un projet colossal qui a mobilisé pendant des années le savoir-faire de vos meilleurs ingénieurs. Alors vous vous indignez, mais de quoi se mêle la justice américaine dans ce contrat qui n'a rien à voir avec eux? La réponse, aussi brutale qu'absurde, vous est donnée par vos avocats. Quelques emails entre vos équipes et des intermédiaires locaux ont transité par des serveurs de messagerie américains et une petite transaction a été effectuée en dollars. C'est tout. Juste avec ça, le département de la justice américain s'estime légitime à intervenir. Vous êtes alors face à un choix terrible. Première option, vous contestez. L'entreprise, à ce moment-là, risque un procès aux États-Unis avec une amende pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars, allant jusqu'à une exclusion du marché américain et des marchés financiers internationaux, autrement dit, une mort commerciale. Et puis vous, à titre personnel, vous risquez aussi des poursuites pénales. D'ailleurs, vos avocats vous glissent le nom de ce dirigeant français, Frédéric Pierucci, qui a passé plus de 25 mois dans une prison de haute sécurité aux États-Unis pour faire pression sur l'entreprise Alstom, concernée par une procédure similaire. Deuxième option, vous coopérez. Dans ce cas, vous devez mener vous-même une enquête interne à vos frais en embauchant un cabinet d'avocats américain extrêmement cher, agréé par Washington. Vous devez alors leur livrer des dizaines de milliers de documents confidentiels, d'emails, de comptes rendus et secrets industriels pour les laisser enquêter à charge contre vous. Vos employés seront interrogés pendant des heures sans respect de leurs droits et vous prenez aussi le risque que le département de la justice américain fasse fuiter des informations dans la presse financière, faisant s'effondrer votre cours de bourse et fuir vos partenaires. Après plusieurs années de procédures opaques, un accord sera conclu pour vous éviter le procès, mais en échange, vous devrez vous reconnaître coupable et accepter des sanctions obscènes. Une amende de près de 3 milliards de dollars. Mais c'est pas tout. L'accord vous impose la présence d'un expert soi-disant indépendant, nommé par le département de la justice américain, que vous devrez vous-même rémunérer grassement et qui s'installera tranquillement au cœur de votre entreprise. Il aura un accès illimité à absolument tout, et même le pouvoir de bloquer des contrats s'il les juge non conformes aux standards américains. Alors votre entreprise survivra peut-être, mais vous aurez perdu des contrats, votre savoir-faire aura été pillé et votre place sur le marché mondial sérieusement rétrogradée. Alors à ce moment-là, peut-être qu'une proposition de rachat de votre société tombera, et fatigué par des années de guerre économique, vous penserez sérieusement à la céder aux Américains au prix le plus bas. Ce petit récit, loin d'être exagéré, est ce qu'ont subi plus d'une quarantaine de grandes entreprises européennes ces 20 dernières années, dont plusieurs entreprises françaises de premier plan. Alstom, Alcatel, Airbus, Technip, la BNP, la Société Générale ou encore Total. Alstom, Alcatel et Technip ont fini par être revendus. BNP a payé l'amende la plus élevée au monde de 8,9 milliards de dollars et les autres ont survécu affaiblis et sous contrôle américain. Cette procédure hallucinante, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Autrement dit, non seulement les Américains n'appliquent pas les normes internationales et les sabotent en grande partie, mais coup de force, ils ont réussi à faire de leur propre droit un instrument de domination mondiale s'appliquant à tous. En pratique,
très peu d'États peuvent échapper à ces procédures qui, sous couvert d'être des actions anti-corruption, sont juste des outils de guerre économique déloyaux qui faussent drastiquement la concurrence. La loi américaine de référence pour exercer ce chantage s'appelle le FCPA, le Foreign Corrupt Practices Act. Elle est née en 1977 dans le sillage du scandale du Watergate, après que les Américains médusés ont découvert les pratiques de leurs multinationales qui financent à coups de valises de billets des campagnes électorales chez eux et à l'étranger. Mais dans cette loi, il ne s'agit pas seulement de punir les entreprises américaines délinquantes. Toute société ayant un lien, même minuscule, avec les États-Unis sera concernée. Dans les années 1990, les États-Unis vont alors faire adopter par l'OCDE une convention anticorruption qui reprendra mot pour mot l'esprit de cette loi et aura donc pour effet d'avaliser leur domination et de décomplexer totalement son utilisation. Et évidemment, les Européens n'y verront rien à redire, encore une fois complètement à côté de la plaque concernant les intentions de leurs voisins outre-Atlantique. Les Américains utilisent un droit qui est un droit impérialiste, qui consiste à se déclarer compétent pour des affaires qui ne les concernent nullement. Exemple, Alstom, un contrat entre l'Indonésie et une société française. Ils considèrent qu'il y a eu une infraction qui a été commise à cette occasion. 10 ans avant, ils poursuivent. Ils s'auto-instituent gendarmes du monde en portant atteinte à des intérêts de souveraineté, donc ce sont des ingérences. Par exemple, ITAR. Intéressant, ITAR. International Traffic Arm Regulation. Ça veut dire que les États-Unis ont fixé une liste de 22 000 composants sur lesquels ils s'octroient le droit d'autoriser ou non l'exportation par une puissance étrangère. Exemple, ils ont interdit l'exportation de Rafale à l'Égypte sur l'ITAR. Je peux vous parler du American Patriot Act. Quand une entreprise est achetée par une entreprise française, est achetée par une entreprise américaine, l'administration américaine dispose du pouvoir unilatéral de demander toute information sur l'entreprise contrôlée majoritairement par une entreprise américaine. Donc toutes les informations, les brevets, les technologies, les gens. Alors très rapidement, le concept de corruption s'est étendu pour inclure à peu près tout ce que veulent les Américains, et notamment le respect des embargos qu'ils ont décidés unilatéralement. Autrement dit, il devenait interdit pour toutes les entreprises, y compris européennes, de commercer avec Cuba ou l'Iran. Et d'ailleurs, c'était le motif de l'amende stratosphérique imposée à la BNP. Presque 9 milliards de dollars pour des transactions en dollars avec l'Iran, Cuba et le Soudan. Chaque scandale ou crise a servi de prétexte pour étendre leur contrôle et c'est pour ça que l'obligation a été rapidement étendue aux banques étrangères via le Bank Secrecy Act et le Patriot Act. Les exemples sont très nombreux et plus scandaleux les uns que les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça n'a rien à voir avec de la justice. La plupart des procédures se terminent sans procès, c'est l'administration qui menace et qui sanctionne. D'ailleurs, très étrangement, entre 2008 et 2018, les plus grosses amendes infligées au titre du FCPA ont concerné des entreprises non américaines. Environ 80% des plus grosses sanctions frappent des entreprises étrangères. Parmi elles, environ 70% concernent les européennes. Les entreprises américaines, elles, représentent moins de 15% des cas majeurs et écopent de montants bien plus faibles. Bref, les dés sont pipés, les règles internationales sont dans les mains des États-Unis, qui redoublent d'agressivité face à la concurrence économique, mais aussi militaire. Jusque-là, on est resté dans le domaine du droit et de l'économie, enfin du sabotage du droit et de l'économie, mais le problème, c'est que parfois, ça ne leur suffit pas, et ils vont aller encore beaucoup plus loin. Vous savez ce qu'on dit, la violence ne résout rien. Bon, ça vous oubliez parce que ça a quand même résolu un bon paquet de problèmes des États-Unis. Rien que pendant la guerre froide, entre 1947 et 1989, l'oncle Sam a essayé de renverser un gouvernement étranger au moins 72 fois et il a souvent réussi. La première boîte à outils pour atteindre cet objectif, c'est en fait tout un arsenal de méthodes d'ingérence avec des degrés de violence variés et qui va jusqu'au coup d'État pur et simple. L'un des plus emblématiques se déroule en Iran dans les années 50. À l'époque, le pétrole iranien était détenu et exploité par une entreprise britannique, la Anglo-Iranian Oil Company, qui ne reversait que 20% des revenus pétroliers à l'Iran. Dans ce contexte, le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh entreprend de nationaliser le pétrole de son pays. Et forcément, cette mesure ne plaît pas, mais alors, pas du tout aux Britanniques.
Et pour ne rien arranger à son cas, Mossadegh est également soupçonné par Washington d'avoir de la sympathie pour le communisme et donc de développer des accointances avec Moscou. Là, c'est clairement trop. La CIA et le MI6, les services secrets britanniques, vont collaborer pour fomenter un coup d'État destiné à renverser Mossadegh et à le remplacer par un gouvernement mieux disposé à l'égard des Occidentaux. C'est la fameuse opération Ajax qui aboutira au renversement et à l'arrestation de Mossadegh, qui finira ses jours loin de la politique et sous résidence surveillée. Un petit peu plus à l'ouest, l'Afrique est bien loin d'avoir été épargnée par l'ingérence occidentale. La période décoloniale en a été le grand théâtre et les États-Unis ont été un acteur prépondérant. Au Congo, ils ont dirigé l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961, le renversement de Kwame Nkrumah au Ghana en 1966, ils ont permis la capture et l'emprisonnement de Nelson Mandela pendant 27 ans, tout en soutenant le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud. Et on pourrait encore multiplier les exemples, hein. Mais on va changer à nouveau de continent, parce qu'il y en a un où il s'est passé vraiment beaucoup de dingueries, l'Amérique. Plus spécifiquement, l'Amérique du Sud. Quand on va par là, on pense bien sûr rapidement à Cuba, qui subit depuis plus de 60 ans un embargo criminel et toutes les ingérences possibles, jusqu'aux plus violentes. Mais un autre cas très représentatif de la politique états-unienne en Amérique centrale, c'est celui du Guatemala. Le président Jacobo Arbenz, élu en 1950, a tenté d'entreprendre des réformes agraires importantes. Pas de bol, 20% des terres arables du pays sont détenues par une entreprise américaine, la United Fruit Company, qui pratique quasi exclusivement de la grande monoculture de bananes. Alors, on peut peut-être s'arrêter 2 secondes sur ça déjà. C'est un peu comme si, en France, un pays étranger, du genre la Chine, détenait 20% de nos terres cultivables et en faisait ce qu'elle voulait. Je sais pas, moi par exemple, des grandes monocultures de maïs ou leurs espèces d'élevage de porc en 3D là. Et tout ça en reversant presque rien à l'État, juste un tout petit impôt foncier extrêmement sous-évalué. A priori, ça donnerait envie de changer légèrement la situation. Et c'est bien ce que Jacobo Arbenz voulait faire, exproprier ce propriétaire indésirable pour redistribuer les terres aux paysans locaux et récupérer une souveraineté nationale sur leur exploitation. Mais le problème, c'est que la United Fruit Company est extrêmement puissante et très connectée au pouvoir à Washington. Donc vous pouvez facilement anticiper la suite, hein. On colle à Arbenz l'étiquette infamante de communiste, ce qu'il n'était même pas en plus. La machine à coup d'État, communément appelée CIA, se met en branle, dégage le président Manu Militari, le remplace par un gouvernement d'une violence sans nom à l'égard de la population, et tout est bien qui finit bien, ils firent beaucoup de morts civiles et cultivèrent beaucoup de bananes. The end. Et d'ailleurs, en passant, c'est de cette histoire que vient l'expression République bananière. Ah ouais, on en apprend tous les jours, hein. Bon alors a priori, vous commencez à saisir le schéma. Le dirigeant d'un pays tente d'implémenter des mesures à peu près sociales qui menacent potentiellement les intérêts américains ou occidentaux, et il est noté à dégager. La propagande lui colle un label certifié Empire du Mal, et il est remplacé au plus vite par un gouvernement bien autoritaire, répressif et criminel, qui saura user de la force pour préserver le capital des puissances impérialistes. Et ce mode opératoire a été répété à l'envi au Brésil, au Chili, au Honduras, au Salvador, au Nicaragua, en Indonésie. Et ça, c'est un tout petit échantillon des ingérences brutales menées dans le Sud global. Mais vous en faites pas, hein, nos bons pays du Nord ne sont pas oubliés. En France, dès 1947, les États-Unis pratiquent une ingérence très poussée pour écarter au maximum le Parti communiste du pouvoir. Ils financent lourdement son rival, le Parti socialiste, ils infiltrent les syndicats et ont même conditionné implicitement l'envoi des fonds du plan Marshall à l'exclusion des communistes de tout gouvernement. Et ils ont fait exactement la même chose en Italie et ils sont allés encore plus loin en Grèce. Mais dans les années 70, il se passe quelque chose au pays de la liberté avec un immense L. Quand on passe 3 décennies à installer et soutenir des dictatures, à fomenter des coups d'État et à assassiner des politiques, eh ben ça finit par se voir. Au cours de ces années-là, les agissements de la CIA ont fait l'objet de fuites ou de révélations partielles, et cette nouvelle visibilité atteint un point culminant en 1975 lorsque le Congrès américain lance la commission Church. Une vaste enquête qui visait à enfin essayer d'exercer un contrôle parlementaire sur des services secrets manifestement en roue libre. Et autant dire qu'avec ce qu'ils ont découvert, ils n'ont pas été déçus du voyage, hein. Et le résultat, en ce qui concerne la CIA et d'autres services secrets, ce sont de nouvelles lois qui encadrent beaucoup plus strictement leurs actions, notamment en les soumettant à des approbations parlementaires. Et c'est à partir de là que les États-Unis reconnaissent leur tort, cessent toute activité d'ingérence et présentent leurs excuses au monde entier. Ah bon ? Bah non, pas du tout. Hein.
En réaction à cette relative évolution des mentalités et de la législation, la stratégie de la classe dirigeante américaine va se transformer. Plutôt que d'organiser des coups d'État ou des assassinats dans le secret, elle va mener ses opérations d'ingérence de manière totalement ouverte et les rebrander en promotion de la démocratie à travers le monde. Et c'est dans ce but que Ronald Reagan crée en 1983 la fameuse NED, la National Endowment for Democracy, ou Fondation nationale pour la démocratie en bon français. I spoke of the need and obligation to assist democratic development. My hope then was that America would make clear to those who cherish democracy throughout the world that we mean what we say. The National Endowment for Democracy, a private, non-profit corporation funded by the Congress, will be the centerpiece of this effort. Bon, le mieux, après tout, c'est sûrement d'aller voir comment ils se présentent eux-mêmes. Depuis sa création en 1983, la Fondation s'est engagée sur tous les fronts, là où la démocratie est un combat. La Fondation est guidée par la conviction profonde que la liberté est une aspiration humaine universelle qui peut devenir réalité grâce au développement des institutions, des processus et des valeurs démocratiques. Tu peux arrêter avec ce truc, s'il te plaît ? Oui, pardon. La NED se consacre à encourager le progrès à l'étranger d'un large éventail d'institutions démocratiques, notamment les partis politiques, les organisations syndicales, les marchés libres et les entreprises commerciales. Tu savais, toi, que les marchés libres et les entreprises commerciales, c'était des institutions démocratiques ? Non, mais écoute, on se couchera moins bête. Heureusement qu'il y a des experts quand même pour nous apprendre ce que c'est la démocratie. J'avoue. Ouais. Bon, on va peut-être s'arrêter là, parce qu'aujourd'hui, c'est assez clair pour presque tout le monde. La NED, c'est le parfait prototype de la fausse ONG qui enfile un masque humanitaire grossier pour repeindre des ingérences politiques massives en éducation à la démocratie. En bref, c'est la CIA 2.0. Et comme l'a dit Alan Weinstein, son premier président, une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui, la CIA le faisait clandestinement il y a 25 ans. Et ça, c'est quand même un bel aveu. Et en effet, l'activité de la NED n'est en rien plus respectable que celle de la CIA. Son but global est identique. Défendre les intérêts matériels de la plutocratie américaine en soutenant des changements de régime dans tous les pays qui chercheraient à s'écarter du sacro-saint libre marché et du capitalisme mondialisé. Et plus un pays cherche à résister à l'impérialisme prédateur de Washington, plus il deviendra urgent pour la NED d'y promouvoir la démocratie. Concrètement, l'organisation ventile des millions de dollars vers diverses organisations, des partis politiques d'opposition ou des soi-disant ONG, dans le but de déstabiliser des gouvernements récalcitrants au modèle de l'oncle Sam. La NED a par exemple une activité historique au Venezuela ou encore au Nicaragua, où elle a activement participé à la victoire électorale de Violeta Chamorro, la candidate de droite préférée des États-Unis. Mais c'est aussi un financeur et soutien historique de la Cuban American National Foundation, une organisation cubaine anticastriste extrémiste, qui a elle-même financé de véritables actions terroristes, comme celle de Posada Caries, qui a posé des bombes dans des hôtels à Cuba. Et la Fondation a aussi été à la manœuvre dans les fameuses révolutions de couleur des années 90-2000 dans les pays de l'Est après la chute de l'Union soviétique, par exemple dans les élections bulgares de 1990, où elle a soutenu et financé le principal parti d'opposition. Et tout ça ne s'est pas arrêté à cette époque-là. La NED est restée très active jusqu'à aujourd'hui et on peut consulter tous ses rapports annuels. Et d'ailleurs, ça c'est un autre point assez drôle. Sous prétexte de préserver la sécurité de ses bénéficiaires, la NED ne publie plus les noms des organismes à qui elle distribue ses millions de dollars. Maintenant, pour un pays ou une zone donnée, elle présente des lignes budgétaires par objectif et pas par organisme. Donc, par exemple, si on veut savoir ce qu'elle a foutu en 2024 en Europe, on peut voir qu'elle a alloué 44 250 $ à l'augmentation de la résilience de la société civile et au renforcement de l'apprentissage transfrontalier. Et ça veut dire quoi concrètement ? Aucune idée. Moi, j'ai pas trop compris le chiffrage là. On a une ligne budgétaire à 80 000 $ pour promouvoir la responsabilité des gouvernements locaux et une autre juste au-dessus à 33 000 $ pour promouvoir la responsabilité et la transparence des gouvernements locaux. Donc c'est la même chose avec un truc en plus, mais du coup c'est moins cher. Bon voilà, vous avez compris l'idée. Les types découpent leur budget selon des lignes complètement bullshit, sans déconner, on dirait les bullet points d'un séminaire de management, histoire de donner une façade de transparence, alors que tout ça est on ne peut plus opaque. En consultant leurs documents, on ne sait pas où va l'argent, à quelles organisations, comment il est utilisé concrètement. Et on rappelle que c'est de l'argent public. La NED est financée quasi exclusivement par le Congrès états-unien.
Et un autre fait assez révélateur, c'est le découpage administratif de la fondation. Pour rester bipartite, la NED a un côté républicain, l'International Republican Institute, et un côté démocrate, le National Democratic Institute, qui a eu pour figure de proue notable Madeleine Albright, qui a été secrétaire d'État. Et pour la resituer un peu, Madeleine Albright, c'était surtout ça. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. The price is worth it. Voilà, heureusement que la NED rappelle bien que son but est de protéger la liberté d'expression et de combattre l'autoritarisme. Mais attends, ils ont fait quoi aux États-Unis comme action, comme déclaration sur ces thèmes-là récemment? Ils ont protesté quand Trump a voulu leur enlever des sous. Ah, et rien sur la montée de l'autoritarisme, sur les expulsions, sur les opinions interdites? Alors, je crois qu'ils avaient piscine le jour où il fallait dénoncer ça. Alors, faudrait checker dans leur rapport annuel, hein, mais bon, c'est quand même pas de bol en tout cas. Hein. Bon, pour conclure là-dessus, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la NED n'est qu'une institution parmi d'autres dans le même genre. On pourrait parler longuement de l'USAID, le paravent humanitaire de l'impérialisme américain, de Freedom House ou encore de l'US Agency for Global Media, qui supervise tout un réseau de médias internationaux au service de la propagande de l'oncle Sam. En fait, la vraie conclusion, c'est que ça va clairement plus vite de compter les pays du monde qui n'ont jamais subi d'ingérence américaine. Surtout que là, on n'a pas encore abordé la dernière catégorie, les guerres directes et ouvertes. Il y a des jours où vraiment le sort s'acharne. Vous avez tout fait pour maintenir votre hégémonie, vous avez saboté le droit, vous avez étendu vos propres lois à l'étranger, vous avez influencé des élections, assassiné des opposants, mais parfois il faut encore aller à l'étape d'au-dessus et faire la guerre. C'est la guerre! Bon, après, la guerre, c'est quand même sympa de temps en temps. Hein. Ça relance la production et la vente d'armes, donc ça permet à des entrepreneurs dynamiques de s'enrichir de manière bien méritée. Et on peut aussi tester les nouvelles armes sur le terrain, ce qui augmentera leur valeur marchande. Et après, on peut faire de super beaux films héroïques à la gloire de nos soldats, dont on n'a même pas besoin de s'occuper quand ils reviennent blessés et traumatisés. Blague à part, ce qui est triste, c'est que des exemples de guerres dévastatrices menées par les États-Unis, on en a aussi un gros paquet. On va pas revenir sur l'histoire du Vietnam, qui est déjà très connue, d'autant plus que, malheureusement, cette atrocité de l'histoire n'a pas été le dernier méfait du genre du pays de la liberté, loin de là. Depuis le début des années 50, les États-Unis ont mené un nombre record de guerres sanglantes, que ce soit avec leurs propres troupes ou par procuration, des guerres par proxy, comme on les appelle. Pour un exemple très représentatif de ça, on peut revenir sur le cas du Nicaragua. Vous savez, l'affaire qui a fait que les États-Unis ont claqué la porte de la Cour internationale de justice. Eh bien, en 1979, la révolution sandiniste met en place un gouvernement de gauche à la tête du pays. Les États-Unis se doivent donc de réagir à ce terrible affront. Et sous Reagan, ça prend une tournure assez musclée. Les États-Unis vont directement former, armer, financer et commander les Contras, qui sont en fait une milice terroriste, puisqu'ils s'en prennent systématiquement aux civils et font régner la terreur dans tout le pays. Cette guerre, directement pilotée par Washington, a fait entre 30 et 50 000 morts et a semé le chaos dans tout le pays pendant plus de 10 ans. Mais, toujours dans les années 80, il y en a une moins connue qui vaut vraiment le détour. À ce moment-là, l'île de la Grenade est sous le mandat du président Maurice Bishop, un homme politique de gauche. Alors, sa pensée et ses réformes ne sont pas aussi ambitieuses que celles de Castro, mais c'est déjà largement suffisant pour faire craindre aux États-Unis l'existence d'un nouveau Cuba. Ronald Reagan déclare donc ce territoire comme une menace pour la sécurité des États-Unis. Alors, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus parce qu'il faut visualiser quand même. Donc voilà, là, on a les États-Unis et donc ils sont gravement menacés par ça. Pas l'archipel, hein, juste ça. Non, mais en vrai, moi je comprends. Hein. Après tout, à l'époque, il y avait seulement 20 fois plus de militaires américains que d'habitants sur l'île, donc fallait quand même faire gaffe. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on devrait prendre exemple là-dessus en France. Hein. Moi, je suis convaincu que notre sécurité est gravement menacée par l'île de Jan Mayen. Sérieux, faut qu'on envoie vite les troupes, il y a des macareux qui nous ont mal regardés. Hein. Bref, comme vous vous en doutez, la suite s'est déroulée très vite. Reagan a déclenché l'opération Urgent Fury, fait envahir l'île en tuant quelques civils au passage, parce que pourquoi pas. Et bien évidemment, derrière, l'oncle Sam s'est bien assuré que le nouveau gouvernement était bien disposé à son égard. Mais l'ONU, ils en pensaient quoi de cette intervention? Qui ça? Bon, après, heureusement que nous, au moins, on est bien tranquille, hein, parce que, comme on le sait tous, l'Europe, c'est la paix. C'est bien pour ça qu'il n'y a eu
aucun conflit sur le sol européen depuis 1945. Et le Kosovo? Alors oui, en fait, l'année 1999 a été le témoin d'une énième opération militaire totalement illégale, et cette fois, c'est toute l'Alliance Atlantique qui a participé à la fête dans le but d'étendre son influence à l'Est. Et pour combattre le président de la Yougoslavie, Slobodan Milosevic, repeint en nouvel Hitler pour l'occasion, l'Occident a notamment soutenu le leader de l'armée de libération du Kosovo, Hashim Thaçi, un personnage assez charmant. La presse montre ceci. C'est RFI qui explique que M. Thaçi serait responsable d'un trafic d'organes selon le Conseil de l'Europe. Et en effet, je vous ai mis l'extrait du rapport de Dick Marty. Tout ça évidemment confirmé par les analyses des services de renseignement de l'OTAN. Et que ce monsieur, c'est comme le plus dangereux des parrains de la pègre de l'UCK. En 2011, on apprend que, comme il était en Suisse, eh bien, il était très intéressé, s'est beaucoup inspiré des islamistes moudjahidines d'Afghanistan dans son combat au Kosovo, que lui-même était surveillé par les services de renseignement de plusieurs pays européens, donc on sait qui c'est, et que finalement, il est accusé d'avoir fait des assassinats. Et les États-Unis avaient placé l'UCK sur la liste des organisations terroristes, mais ils ont changé d'avis. Et finalement, Madeleine Albright, dont tu nous as parlé, elle a demandé à ce leader de participer, d'avoir une place de premier plan à la conférence de Rambouillet dont tu parlais. Par la suite, il devient donc président du Kosovo. Et donc, on le voit en 2018. Je rappelle, les rapports dont on parle sont de 2010 quand même. Hein. Donc, on le voit ici avec Emmanuel Macron, tout content, et on le voit très important pour le Kosovo, visiter l'OTAN en 2016 avec le secrétaire général de l'OTAN. Donc, ouais, finalement, il est plutôt gentil, ce monsieur-là. Sauf que, pas de bol, en 2020, il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et donc il est obligé de démissionner. Enfin, il était déjà depuis 2010 quand même. Et ici, voici donc la liste de ses inculpations, puisqu'en ce moment, il est à la Cour pénale internationale. Il est arrêté en attente de jugement pour persécution, emprisonnement, détention arbitraire, autres actes inhumains, qui sont des crimes contre l'humanité, en particulier trafic d'organes, traitement cruel, torture, meurtre et disparition de personnes. Et si on vous parle de ce cas-là, c'est parce qu'il commence à être un peu oublié, alors que c'est un précédent historique majeur aux conséquences désastreuses. Comme toujours, il a été bâti sur beaucoup de mensonges et il a créé une situation explosive dans les Balkans qui perdure encore aujourd'hui et qui a un tournant majeur dans la construction d'un nouvel antagonisme entre l'Ouest et l'Est dans la situation post-guerre froide. Et après cet épisode, tout va s'emballer. Parce que environ 2 ans plus tard, il s'est déroulé un événement d'une gravité extraordinaire que, pour le coup, vous ne risquez pas d'avoir oublié. Wait, so hold on just a moment. We got an explosion inside. The building's exploding right now. You got people running up the street. Okay. Hold on, I'll tell you what's going on. Right? Oh my God! Another plane has just hit. It hit another building. Suite aux attentats tragiques du 11 septembre, la classe dirigeante américaine aurait peut-être pu s'interroger. Mais quelle est la chaîne de causalité qui a pu mener à un tel traumatisme pour le pays le plus puissant du monde? Peut-être qu'il y avait des choses à chercher du côté de la politique qu'elle menait au Moyen-Orient depuis des décennies. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça, et elle s'est plutôt servie de cette tragédie comme un parfait prétexte pour à la fois renforcer drastiquement son contrôle sur sa propre population et pour relancer la machine de mort comme jamais auparavant. C'est à cette époque que George W. Bush déclare la guerre contre la terreur. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. Voilà, donc maintenant on fait carrément la guerre contre un concept. Et en fait, c'est bien pratique parce que derrière cette désignation très vague, on peut mettre à peu près toutes les incarnations qu'on veut. Portés par leur fièvre de vengeance, les États-Unis se sont engagés dans une politique ultra-guerrière et mortifère qui a refaçonné tout le visage du Moyen-Orient. Et donc en 2001, c'est le retour des Américains en Afghanistan, toujours avec de faux prétextes humanitaires. L'occasion de commettre des crimes de guerre sous quand même 3 administrations différentes, et pour résultat, un immense fiasco et un recul des droits absolument historique dans le pays. En 2003, c'est au tour de l'Irak, et c'est Saddam Hussein, ancien allié des Américains, qui prend le rôle de nouvel Hitler. Puis vous connaissez la suite, propagande mensongère, invasion illégale, et le résultat, un pays qui se retrouve plongé dans un chaos durable qui a constitué un terreau fertile pour le renforcement de groupes terroristes et l'émergence de l'État islamique. Mais après tout, pourquoi larguer des bombes sur 2 ou 3 continents quand on en a 5 à disposition? Donc en 2011, direction l'Afrique pour aller vaporiser le nouvel Hitler, Mouammar Kadhafi, le leader de la Libye. Et évidemment, même schéma, même résultat,
Pays foutu en l'air, région déstabilisée et retour de la traite d'esclaves en bonus. 2011, toujours, c'est le conflit syrien qui éclate. Cette fois, la guerre est menée par procuration, mais laissera encore une fois un pays ravagé derrière elle. En fait, le schéma est tellement similaire à chaque fois qu'on pourrait presque en faire un sitcom. Et ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais la tendance actuelle n'est pas à l'amélioration ni à l'apaisement. Nous sommes aujourd'hui tous témoins du premier génocide documenté en direct et le maître américain continue de soutenir massivement cette ultime atrocité suivie par l'immense majorité de la classe dirigeante européenne. Une chose est sûre, si la pression populaire grandissante ne parvient pas à redresser la barre, le camp impérialiste occidental aura totalement achevé sa déchéance morale et humaine. Pour comprendre le chaos dans lequel notre monde s'enfonce de plus en plus, c'est tout le pan d'histoire qu'on a effleuré ici qu'il faut interroger. Bien évidemment, tous les problèmes de la planète ne sont pas imputables aux États-Unis ou à leurs vassaux, mais c'est bien ce pays qui a globalement mené la danse, c'est lui qui a le plus défini les contours politiques de la scène internationale, et c'est lui qui a le plus contribué à marginaliser le recours à la diplomatie au profit d'approches agressives et radicales. Ouais, c'est ce modèle qui règne maintenant, et qui plonge le monde dans une grande fragilité et une incertitude majeure. Mais cette situation est clairement en train de changer et tout ça menace de se retourner contre les atlantistes. Ça fait déjà un bon moment que les États-Unis sont en pleine crise de légitimité, leur défaite militaire, leur échec politique à l'étranger et leur industrie déclinante mettent à mal leur hégémonie, tant économique que politique. Et depuis quelques années, ce phénomène est accéléré par une crise interne majeure. Le pays est plus divisé que jamais et son nouveau président transforme l'État en une machine à répression politique et cherche à enrôler l'armée elle-même dans un combat contre l'ennemi de l'intérieur. En politique étrangère, Donald Trump cherche également à revenir à une expression bien plus brutale de l'impérialisme, débarrassé de son maquillage humanitaire. C'est pour ça qu'il tente de couper les fonds aux organismes comme la NED ou l'USAID. En bref, l'Empire est conscient de son déclin et comme une bête blessée, il en devient d'autant plus dangereux. Et même s'il reste fort, il a de moins en moins les moyens concrets de son impérialisme. Donc il faut s'attendre à ce qu'il s'en prenne en priorité aux cibles les plus faciles, c'est-à-dire nous, les Européens. Cette prédation-là des Américains vis-à-vis du continent européen, elle est venue en s'accélérant. Elle est venue en s'accélérant avec la montée de la Chine, principalement, la menace considérée comme telle de la Chine pour les États-Unis. Et donc, bien évidemment, le maillon faible là-dedans, c'est l'Europe. Et l'Europe est vue comme une proie dans ce contexte-là. Et c'est déjà ce qu'on a pu voir récemment avec les accords de Thornberry. Donc, préparez-vous parce que le déclin américain ne sera clairement pas sans douleur pour nous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau format sur Elucide. C'était notre première chronique, donc n'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire. On a prévu de parler de géopolitique, de finance, d'Europe, d'économie. Donc si vous avez une idée de sujet, n'hésitez pas à nous faire des suggestions. Et encore une fois, ces chroniques, si on peut se développer, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos abonnements sur notre site www.elucide.media. Donc on vous remet le lien comme d'habitude en description. Si vous pouvez prendre un abonnement, si vous pouvez souscrire, ça nous aiderait beaucoup pour pouvoir continuer à développer nos formats en toute indépendance et vous proposer toujours plus de contenu pour décrypter l'actualité. Donc merci beaucoup. Et à samedi prochain.